La semaine dernière, nous avons parlé d'une comédie des années 60, comme il y en avait légion à l'époque. Aujourd'hui, nous allons parler d'un des genres les plus importants et créatifs des années 80, le fantastique, avec Oz, un monde extraordinaire. Oz, un monde extraordinaire, ou Return to Oz en version originale, nous raconte comment la petite Dorothée, après son voyage au pays d'Oz et son retour au Kansas, n'arrive pas à convaincre sa famille de la véracité de ses propos. Alors qu'elle se retrouve dans un hôpital psychiatrique pour y être guérie de sa folie, Dorothée arrive cependant à repartir à Oz pour se rendre compte que tout le pays n'est plus que ruine et désolation, et que tous ses amis ont été changés en pierre par la princesse Mombi et le roi des gnomes. Avec l'aide de ses nouveaux amis, le robot TikTok, l'homme citrouille Jack et Gump, le sofa à tête d'élan, elle va donc tenter de sauver à nouveau le pays d'Oz. Oz, un monde extraordinaire, ou comme je vais l'appeler pour aller plus vite, Return to Oz, est comme son nom l'indique, une suite non officielle au film culte de 1939, Le Magicien d'Oz, en plus de reprendre la trame des autres romans de la saga littéraire, car oui, au cas où vous le savez pas, Le Magicien d'Oz, c'est avant tout des romans pour enfants. Le film, quant à lui, est réalisé par Walter Murch et sort en 1985, en pleine période de renaissance de la fantasy dans le cinéma grand public, dont l'exemple le plus connu est sans doute L'Histoire sans fin, sorti l'année précédente. On y retrouve tous les ingrédients qui ont fait le succès et la popularité de ce genre cinématographique à l'époque. De grands décors, des personnages aux allures bien étranges, des effets spéciaux très spéciaux, une ambiance très particulière, bref, ce que les années 80 nous ont proposé de mieux. Alors pourquoi vous conseillez ce film plutôt qu'un autre? Eh bien parce que je pense que le film n'a clairement pas eu le succès qu'il méritait. Sur bien des aspects que j'ai hâte de développer dans les prochaines minutes, Return to Oz me rappelle beaucoup les films de Jim Henson sortis dans la même période, comme Labyrinthe ou Dark Crystal, que je vous recommande également chaudement, tant que j'y suis. Alors pourquoi ce parallèle? Eh bien Jim Henson, comme la compagnie Disney dans les années 80, ont tenté de faire quelque chose de différent par rapport à ce que le public attendait d'eux. Des films bien plus sombres que ce qu'on proposait à l'époque, avec une ambiance plus mature, plus adulte, bref, une vraie proposition de cinéma. Mais l'un comme l'autre se sont fait avoir par le public, grand juge dans ce procès infini qu'est le cinéma, qui a littéralement fui leur film car c'est beaucoup trop sombre et que ça va faire peur à nos pauvres enfants américains qu'il ne faut surtout pas choquer. Bah oui, faut penser aux enfants, c'est des films pour enfants, les Disney, tout le monde sait ça. En effet, Return to Oz était un immense flop à sa sortie en salle, car Disney ne croyait plus au projet depuis longtemps avec les nombreuses années de pollution qu'il a subies, et le public ne savait pas trop à qui s'adressait le film. Est-ce que c'était pour enfants, est-ce que c'était pour adultes, en plus on connaît pas trop, c'est bizarre. Bref, j'ai envie de vous dire, la même situation qu'un film Disney original des années 2010. Car Return to Oz s'éloigne drastiquement de l'ambiance comédie musicale colorée du classique de 1939 pour se rapprocher au final beaucoup plus des bouquins originaux qui ne sont pas aussi enfantins qu'on pourrait le croire. La plupart des événements ou personnages du film, tels que la méchante, le sort des amis de Dorothée, etc., sont directement repris des bouquins que j'ai pas lus. Du coup, ma comparaison avec les bouquins va s'arrêter maintenant. Ok? Cool! On se comprend toi et moi. Et on ressent dès le début du film cette envie de proposer quelque chose de différent par rapport à quoi les gens pourraient s'attendre d'un film sur le pays d'Oz. Dès les 10 premières minutes, Dorothée, qui a d'ailleurs repris son âge original de 11 ans, se retrouve enfermée dans un hôpital psychiatrique à subir des traitements par électrochoc, tandis qu'on entend des patients hurler de douleur dans leurs cellules. La magie! Et si vous pensez qu'en arrivant au pays d'Oz, il va y avoir un contraste par rapport au monde réel, vous êtes tellement naïfs, c'est encore pire! La cité d'émeraude est en ruine, les amis de Dorothée sont changés en pierre, la petite est poursuivie par des créatures super creepy qui roulent sur leurs bras, tandis que la méchante a une collection de têtes qui crient. Vous vous rendez compte de la situation? Mais ce n'est pas une critique, loin de là. Le film est extrêmement créatif dans ses designs, dans ses décors, et surtout dans ses nouveaux personnages. En effet, le casting original étant resté de marbre face à ce film, Dorothée se fait vite de nouveaux amis. On a d'abord TikTok, un garde-robot qui doit être remonté régulièrement pour fonctionner, et dont le meilleur point est d'être doublé par Roger Carrel. Déjà ça fait un bon personnage, et en plus ce personnage est super drôle et créatif, et non je ne ferai aucune référence ou blague à cette application de merde du même nom. Nous avons également Jack le Potiron, qui a été créé à partir de poudre de vie. Et franchement, la marionnette est super bien faite. Voilà, c'est une marionnette dans le film, et franchement, c'est un régal. Comme la plupart des effets spéciaux de ce film, finalement, c'est super bien fait. Mais là, surtout, ce point-là, parce qu'en plus, le personnage est souvent plutôt touchant. Du coup, le fait que ce soit une marionnette qui soit crédible, ça rend le personnage extrêmement vivant. Par contre, j'ai plus de mal à accrocher à la tête d'élan qui leur sert de moyen de transport. Je suis sûr que c'est dans le bouquin, je suis sûr. Mais c'est mon quota de bizarrerie pas dépassé. Voilà. Les potirons qui parlent, les robots TikTok, là, ça va, mais alors, tête d'élan qui parle, qui sert de moyen de transport. Au bout d'un moment, les gars, faut pas déconner. Et aussi, bah, on a plus le Toto dans ce film. On a plus le petit chien Toto, il est pas là. Du coup, il nous faut un remplaçant. Qu'est-ce qu'on fait? Et si on prenait une poule qui parle avec une voix super aiguë et absolument pas agaçante? C'était peut-être pas trop le changement à faire là sur ce coup-là.
Le chien qui fait waf waf, je le prenais. Je le gardais moi. Le film possède également ce charme des films des années 80 avec des effets spéciaux, parfois plutôt datés, mais parfois extrêmement efficaces. Et particulièrement le personnage du roi des gnomes, qui est, de mon point de vue, l'une des meilleures créations en stop motion dans un film live que j'ai vu. On a juste parfois quelques fonds verts qui bavent un petit peu, mais bon, c'est déjà mieux que 80% des films sortis à la même époque. On nous propose une aventure haltonnante, avec des rebondissements, des mystères, des scènes qui font parfois un petit peu peur. Cette scène avec les têtes est véritablement traumatisante la première fois. En fait, il me rappelle beaucoup un autre film, beaucoup plus récent cette fois, Alice de l'autre côté du miroir, la suite du remake de Tim Burton de Alice Pays des Merveilles, qui propose finalement une histoire assez similaire. Une jeune fille enfermée dans un hôpital psychiatrique qui a personne à la croix, qui doit retourner dans ce monde fantastique pour le sauver d'un mal encore plus profond que la première fois. Je suis sûr à 100% que les scénaristes se sont inspirés de Return to Oz pour ce coup-là. Ça, c'est une évidence. J'en profite pour vous conseiller Alice de l'autre côté du miroir, qui est meilleur que le premier film. Oui, je l'ai dit. Oui, je l'ai dit. Oui, je l'ai dit. Encore une fois, le film ne méritait clairement pas le peu de succès qu'il a connu à l'époque. Les gens n'ont pas compris que ce n'était pas qu'un film pour enfants, qu'il y avait quelque chose de plus intéressant et créatif à montrer qu'un lion qui chante. Avec tout le respect que j'ai pour le film original de 39, hein, évidemment. Et heureusement, le film, comme tous les films incompris à leur sortie, est devenu culte au fur et à mesure des années. Et aujourd'hui, grâce à Disney+, il est enfin disponible pour le grand public qui ne sait clairement pas ce qu'il a raté jusqu'à présent. Mais grâce à Return to Oz, nous les Français avons une petite exclusivité. Disneyland Paris est en effet le seul endroit au monde où Disney semble un tant soit peu encore reconnaître l'existence du film. En effet, la prochaine fois que vous faites le pays des contes de fées à Disneyland Paris, vous remarquerez que le film a inspiré une scène entière de l'attraction. Regardez le film, et après faites l'attraction. Et là vous verrez. Et ça, c'est beau. En conclusion, je vous recommande à fond Return to Oz. Un pur produit de son époque, un film fantastique plus sombre et mature, proposant une aventure haltonnante avec des personnages rocambolesques et des effets spéciaux de toute beauté. Une suite de bonne facture au grand classique de 1939 et un film incompris qui mérite beaucoup plus d'attention. J'en profite également pour vous recommander un autre film beaucoup plus récent cette fois, Le Monde Fantastique d'Oz, sorti en 2013 et réalisé par Sam Raimi, qui est cette fois-ci un préquel au Magicien d'Oz, donc qui se passe avant et qui est aussi d'une qualité à toute épreuve. Également disponible sur Disney+. C'est bien cadré là? Nous avons donc vu un film des années 60 et un film des années 80. La semaine prochaine, nous allons continuer à avancer dans le temps, ou plutôt à le remonter, avec une comédie musicale plutôt culte, inspirée d'un événement qui a profondément marqué les États-Unis. La version filmée d'un succès de Broadway que semblerait-il beaucoup de gens attendent avec impatience et dont j'ai hâte de vous parler très prochainement. Ciao tout le monde, c'était PM.